Bonjour. Voilà, j'espère que vous m'entendez. A priori, c'est bon. Je contrôle dans le chat. Bonjour. Voilà, alors je dois vous parler aujourd'hui, c'est un grand plaisir, du revenu de transition écologique comme outil parmi d'autres pour accélérer la transition sur les territoires. Donc, j'aimerais aborder en 10 minutes 5 points rapidement avec vous. Donc, le premier, tout d'abord, c'est dire c'est quoi? C'est quoi le RTE? Alors, le revenu de transition écologique, c'est quoi? C'est un outil à disposition des politiques publiques pour accélérer, ça paraît bizarre, mais pour accélérer la transition sur des territoires bien identifiés. Alors, deuxième point, on peut s'interroger, pourquoi accélérer? Alors, j'ai envie de dire pourquoi c'est intéressant. Et pourquoi est-ce qu'il faut accélérer? Je lis en même temps le chat, donc merci, je suis ravie aussi d'être là. Pourquoi accélérer? Parce que on le sait, dans les 9 limites planétaires identifiées par tous les experts intergouvernementaux, les membres du GIEC, etc., et tous ces rapports de l'IPBES, enfin ça n'arrête pas, nous expliquent en gros qu'on a une fourchette de 10 ans pour agir. 10 ans. Donc 10 ans, soit on se dit c'est une catastrophe, on s'effondre et on est dans cet imaginaire-là de l'effondrement auquel rien n'est possible et bon, c'est catastrophique. Soit on se sert de cette littérature au contraire pour se dire on peut encore agir et on a 10 ans pour le faire. Donc, pour bien comprendre le RTE, c'est exactement de se dire on est dans cette volonté de partir des limites planétaires. Et si on n'a pas ça en tête, c'est pour ça que je prends le temps et les minutes précieuses pour insister, si on n'a pas ce cadre, vous savez, la théorie des donuts, des 9 limites planétaires où il faut revoir nos modes de production, de consommation pour ne pas en sortir, en français, c'est une phrase, ne pas dépenser plus que ce que la Terre a besoin pour se renouveler. Et donc, si on ne comprend pas que le RTE est dans ce cadre-là, alors on ne le comprend pas, on le compare à d'autres outils qui existent, avec lesquels il est combinable, mais on ne saisit pas son essence. Alors, troisièmement, comment il fonctionne? Comment est-ce que fonctionne ce RTE? Eh bien, je dirais, si on veut que ce soit un outil à disposition des politiques publiques sur des territoires donnés pour accélérer la transition, il ne suffit pas de réduire le problème de la perte de la biodiversité, des canicules qui vont arriver à répétition, des tempêtes, des virus, on est en plein dedans, mais des pandémies qui risquent de se reproduire. On veut assurer une résilience alimentaire, un terme à la mode, pour mettre ensemble en acteurs les réseaux. Et si on veut tout ça, ça ne suffira pas uniquement, même si c'est fondamental, d'assurer juste un revenu monétaire aux gens. Bien sûr qu'il faut avoir des minima sociaux et une base indispensable pour vivre dignement et correctement, ça c'est évident. Donc le RTE part de l'hypothèse qu'on allie le social et l'écologie. Il ne s'agit pas de sauver des arbres pour les arbres, mais on protège le vivant. Si on veut sauver la planète, c'est pour nous en tant qu'êtres humains, parce que c'est nous qui sommes le plus menacés. Donc voilà, première dimension, c'est bien sûr, c'est un revenu qui assure une partie monétaire, qui peut être un complément de revenu, qui peut être un revenu complet, qui peut être sous une forme aussi de revenus type formation. En tout cas, une partie monétaire, c'est évident. Mais deuxièmement, ça ne suffit pas la partie monétaire. Ce que je vous disais, c'est qu'il faut un accompagnement. Dire qu'on va donner 1 000 euros, 500 euros, 400 euros à un agriculteur, par exemple, ou à un jeune ingénieur ou une jeune ingénieuse qui souhaite se lancer dans le biosourcé, par exemple, il faudra lui proposer une formation adaptée, un accompagnement adapté. Et puis, troisième composante du revenu de transition écologique, c'est la dimension de mutualisation. Encore une fois, si vous êtes seul dans votre coin, et beaucoup travaillent comme des fous, ont des activités en plus de leur travail rémunéré, pour faire de l'agroforesterie, par exemple, pour faire des semences paysannes, pour essayer d'organiser de l'écotourisme, faire de l'aide à domicile avec des formes de circuits courts. Mais quelquefois, les actions se refont sans savoir ce que fait la commune voisine, sans savoir ce que fait le voisin, sans forcément être au courant de toutes les initiatives. Donc, ce qu'il faut, c'est une mutualisation. Qui fait quoi comment sur mon territoire, à côté de chez moi, et comment on peut mettre nos forces en commun. Et donc, ces trois composantes, alors je l'ai expliqué dans différents bouquins, un premier qui était en 2018, et puis le dernier qui vient de sortir, grâce au dialogue avec les actrices et celles et ceux qui font, qui sont des héroïnes et des héros dans cette transition, je proposais qu'on puisse le verser, le combiner à travers la création
de coopératives de transition écologique. Et ces coopératives, elles s'inscrivent complètement dans la troisième voie, vous savez, entre le tout État et le tout marché, entre on vend tout et on fait de la terre une ressource dans laquelle on peut puiser indéfiniment, ce qui ne marche plus. On voit que le capitalisme vert nous a conduit dans le capitalisme tout court et vert, c'est le greenwashing, nous conduit dans quelque chose de catastrophique. En même temps, l'État, on a besoin qu'il soit un peu plus fort et que ça ne soit pas gouverné aussi par que le capital public qui s'est effondré, pas simplement en France, mais partout en Europe, quand on regarde les chiffres, redevienne un peu fort et puisse avoir un pouvoir décisionnel important. Et donc, comment, entre ces deux pôles, arriver à développer avec les pouvoirs publics, bien sûr, et sans exclure des entreprises qui s'inscriraient dans les limites planétaires et qui sont des vrais partenaires aussi pour la transition. S'il n'y a pas que des entreprises cotées en bourse, il y a beaucoup de PME, de TPE, etc. Donc, comment la troisième voie, c'est coopérative, dans la lignée de l'économie sociale et solidaire, pourrait permettre de rassembler, de fédérer et surtout de permettre une innovation sociétale. On ne parle pas assez de gouvernance. On a l'habitude de voir la transition comme quelque chose en silo. D'un côté, l'énergie, on va faire des plans climat. Alors, c'est bien sûr qu'il faut de l'énergie. D'autres vont faire que de l'agriculture. Et en fait, on a besoin de tous les acteurs. On ne peut pas dire c'est juste de mettre une taxe pour les entreprises. Si bien sûr, pourquoi pas. On en parle beaucoup. On sait que la taxe serait fondamentale pour les 150 entreprises au niveau mondial qui polluent le plus. Mais en plus de dire tout va reposer sur la responsabilité des entreprises ou tout va reposer sur nos épaules en tant que citoyennes, citoyens et de s'arrêter au tri des déchets, voilà, ou que sur les États, il faut. Dans ces coopératives de transition, on invite tout le monde. L'idée, c'est d'avoir des parties prenantes et on a une forme juridique en France qui est extrêmement intéressante, c'est la SIC. Je ne sais pas si vous connaissez, toutes et tous, c'est la Société coopérative d'intérêt collectif. Et l'avantage de cette SIC, alors je n'ai pas de slide là, mais bon, c'est encore, j'aime bien le cercle sur cette idée de théorie des donuts, c'est qu'une coopérative, une SIC peut faire adhérer plusieurs autres entités, comme une collectivité, une municipalité, une association, un PTCE, diverses associations militantes, telle entreprise qui serait très engagée dans la transition écologique et solidaire. Et donc, en fait, ensemble, elles vont alimenter un pot commun avec des cotisations de départ. Voilà, merci Elisabeth Thomas d'avoir mis la SIC, j'aurais pu l'écrire. Et du coup, ces différentes entités, en fait, participent ensemble sans concurrence déloyale. Je fais une petite parenthèse, j'y reviendrai. Comme ça a été le cas, je ne sais pas si vous connaissez les territoires zéro chômeur de longue durée, mais beaucoup dans les entreprises à but d'emploi qui ont été créées étaient accusées, si elles produisaient une activité qui venait concurrencer les entreprises classiques, de faire de la concurrence déloyale. L'avantage de la SIC, c'est qu'on crée un modèle économique dans lequel on échappe aux accusations de concurrence déloyale en étant inclusif. C'est-à-dire qu'on est rigoureux sur les critères d'adhésion définis ensemble par les actrices et les acteurs. Et ensuite, ces fameuses questions de pourquoi, comment, à qui, on détermine à qui, quelle est l'urgence du territoire, qu'est-ce qu'on doit sauver, qu'est-ce qu'on a identifié comme commun. S'il va y avoir un stress hydrique dans les 10 ans à venir, comment on le repère, comment est-ce qu'on va venir sauver une rivière, favoriser la biodiversité ou la reconstruction de certaines forêts, comment on va construire avec... Vous voyez, donc c'est comment ce diagnostic-là, il se fait avec des urbanistes, avec des scientifiques, mais aussi avec celles et ceux qui font déjà sur le terrain. Alors, il me reste 2 points abordés. Je vois qu'il me reste 1 minute 4, donc je vais foncer. Du coup, le 4e point, c'était dire, mais pour qui finalement? Eh bien, j'ai envie de vous dire pour tout le monde, pour tous ceux, individus, collectivités, associations, mais qui s'engagent en fait dans la transition, à condition, alors il y a toujours ce débat inconditionnel, conditionnel, je dirais bien sûr, c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde, à condition d'avoir une activité à impact écologique et social positif. En d'autres termes, à condition de rester dans ces limites planétaires et d'avoir une activité qui ne va pas être dégradée, qui ne va pas dégrader la biosphère, mais qui au contraire va pouvoir permettre, puisqu'il y a ce modèle aussi économique, de se pérenniser sur le long terme. On n'arrête pas de parler de nouveaux emplois de la transition que l'on a du mal à identifier, mais le but, c'est bien pour ces jeunes, pour les personnes en conversion écologique, pour les précaires qui sont au chômage peut-être certains depuis 10 ans, mais qui ont des projets, qui ne trouvent pas de financement, de pouvoir les inclure, ils ont leur place sur le territoire. Et le 5e et dernier point, c'est de dire, mais est-ce que tout ça, c'est qu'une idée? Non, il y a des expériences concrètes, dont l'Aude
Et l'Aude, c'est l'atelier prochain parmi les 4 territoires en expérimentation sur lequel on pourra développer sur qu'est-ce qui se fait sur votre territoire. Donc, je vous remercie beaucoup et je suis obligée d'arrêter puisque les 10 minutes sont écoulées. Et pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez aussi aller voir sur le site des expérimentations de transition écologique. Et puis sinon, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup.